ça bouge plus de la moitié de ses dents. Il fume les cigarettes avec les bouts dorés. Il porte les djellabas avec les bas cintrés. Les blues des rock'n'roll, y'a que lui qui le connaît. C'est lui, Ali Presley. Good, good. Ali, be good, be 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 good. Salut à tous. En politique, le débat n'est pas toujours courtois et il arrive que l'on manie l'injure, l'invective ou l'insulte. Certaines n'ont pas besoin d'être expliquées. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Pédé! Mais d'autres injures sont spécifiques au monde politique. Et aujourd'hui, on va parler de l'une d'entre elles, l'islamo-gauchisme. En raison du contexte actuel, l'insulte revient à la mode et elle demande quelques explications. D'ailleurs, il s'agit même d'une double insulte, gauchiste étant un terme inventé par Lénine pour désigner tous ceux qui sont plus radicaux que lui, et y a collé un terme religieux et d'autant plus insultant que longtemps la gauche socialiste a été athée et anti-religieuse. Du coup, l'islamo-gauchisme, c'est à la fois une radicalité inutile et une dégénérescence intellectuelle. Autant dire que c'est un terme qui fait pas plaisir. Mais de fait, cette insulte recouvre une réalité, une pratique politique liée à l'émergence d'une nouvelle religion dans l'espace public en Europe, et cette réalité, je vous propose d'essayer de la cerner. Si le mot islamo-gauchiste est né en France, je vous propose de d'abord faire un détour par l'Angleterre, car c'est dans ce pays que des militants d'extrême gauche ont théorisé puis mis en pratique les rapprochements avec l'islam politique. Ils peuvent donc nous servir d'étalon pour voir ensuite ce qui se fait en France. Les premiers, et les seuls à ma connaissance à avoir théorisé l'action commune entre l'extrême gauche et l'islam politique, ce sont les Anglais du Socialist Worker Party, un petit parti trotskiste qui est l'équivalent du NPA en France. En 1994, Chris Harman, l'un des leaders du parti, écrit un texte intitulé « Le prophète et le prolétariat » dans lequel il propose à son parti une nouvelle orientation vis-à-vis de l'islamisme. Alors l'islamisme, pour le définir très vite, c'est une idéologie née dans les années 30 en Égypte alors sous domination anglaise, au sein d'une confrérie appelée les Frères musulmans. Les islamistes considèrent que l'islam n'est pas une religion que l'on peut vivre en individuel, dans n'importe quelle société, puisque nombre de prescriptions divines ne concernent pas l'individu, mais les rapports sociaux. Le croyant, pour vraiment vivre selon la volonté de Dieu, doit donc vivre dans une société musulmane, c'est-à-dire régie par la charia. De plus, ils considèrent souvent que les seuls vrais musulmans sont ceux des premiers siècles, voire même uniquement la première génération qui a côtoyé le prophète, dont il faudrait alors reproduire le mode de vie. C'est donc une forme de réaction, de refus radical des valeurs occidentales alors dominantes politiquement et culturellement dans les pays musulmans. Par exemple, il y a un refus de la mixité et souvent de la démocratie, qui sont vus comme des valeurs occidentales. Également, il faut noter qu'islamiste ne veut pas forcément dire djihadiste, mais il s'agit quand même de l'équivalent des catho-intégristes en Europe, et il s'agit clairement d'une mouvance d'extrême droite. Pour en revenir à Harman, voici ce qu'il dit dans son texte « Le prophète et le prolétariat ». Jusqu'aux années 90, il y a deux façons d'aborder l'islamisme à gauche. Il y a d'abord ceux qui y voient une lutte anti-occidentale. Ceux-là, au nom de la lutte contre le capitalisme et l'impérialisme occidental, ont soutenu l'islamisme. Par exemple, en France, dans les années 70, des intellectuels de gauche, et pas des moindres, comme Sartre ou Foucault, ont soutenu la révolution iranienne qui a renversé le Shah, alors allié des États-Unis. Ils ont créé des comités de soutien et sont notamment allés rendre visite à Khomeini lors de son exil dans notre pays, et ça ne posait alors de problème à personne que celui-ci ne parle pas aux femmes. Ce sont un peu des prés, des protos ou des archéo-islamo-gauchistes. Face à ces ancêtres des islamo-gauchistes, il y avait ceux qui voyaient dans l'islamisme l'équivalent du fascisme, une idéologie rétrograde, totalitaire et bien souvent violente, notamment envers les opposants de gauche. Chris Harman du SWP, lui, va dire « c'est plus compliqué que ça ». Il va analyser l'islamisme en termes marxistes, c'est-à-dire en termes de classe sociale et de domination économique, et il va en conclure que l'islamisme est né dans les classes bourgeoises, mais qu'il séduit aussi les classes défavorisées, car il porte un discours social. La réponse sociale de l'islamisme est simple, une société musulmane, suivant les règles d'Allah, est une société juste. Via son discours marxiste, il va considérer qu'il y a quand même une contradiction dans l'islamisme. La société musulmane parfaite proposée par les leaders ne peut être socialement juste, car c'est une société de classe. Elle va donc décevoir les pauvres et les gens de bonne volonté qui ont adhéré à cette idéologie en quête de justice sociale.
Il faut donc travailler avec les islamistes quand on le peut pour tenter de convaincre la base que si elle veut l'égalité, il faut une société communiste et non islamique. Toujours est-il que cette stratégie va être mise en place après le 11 septembre 2001. Les guerres en Afghanistan et en Irak, consécutives aux attentats, vont permettre au SWP de passer de la théorie à la pratique. Le SWP va être à l'initiative de la création d'un collectif anti-guerre, Stop the War, regroupant organisations de gauche et musulmanes, dont certaines islamistes, comme la MAB, la Muslim Association of Britain, affiliée aux frères musulmans. Puis en 2004, à partir de ce collectif, va se créer Respect, un cartel électoral, une sorte de front de gauche, mais un peu spécial, car en plus des trotskistes et de quelques socialistes, on trouve aussi, entre autres, des islamistes du MAB. Respect va notamment réussir à faire élire des conseillers municipaux en s'appuyant notamment sur des imams, mais surtout il va réussir à faire élire un député, George Galloway, un socialiste en rupture avec le Parti travailliste. Galloway s'appuie explicitement sur le communautarisme religieux pour tenter de se faire élire, et il se présente dans plusieurs circonscriptions populaires à forte population musulmane. Cette stratégie finira par payer et il sera finalement élu député en 2005, puis en 2012 dans 2 circonscriptions différentes. Stop the War et Respect, pour parler au milieu musulman, vont devoir faire quelques compromis avec les idées de gauche. Par exemple, ils vont tenir des meetings dans des centres islamiques où les publics sont séparés selon le sexe. Hommes d'un côté et femmes de l'autre, quand ce n'est pas hommes devant et femmes derrière. Le tout avec une relative hypocrisie, puisque lors d'un meeting, un militant proche du SWP expliquera que les femmes sont derrière car les sièges y sont plus confortables. Ces compromis ne seront pas sans conséquences et en 2007, Respect scissionne. Le SWP dénonce alors la chasse aux trotskistes qui y a cours, quand les anti-SWP, eux, accusent les trotskistes de trop tenir le parti. Et en fait, quand on lit les critiques du SWP sur le fonctionnement de Respect, on voit que les trotskistes reprochent à la coalition de devenir trop islamo-gauchiste et critiquent notamment la stratégie de Galloway de s'allier avec les leaders religieux réactionnaires pour se faire élire. Il faut dire que Galloway dérive de l'islamo-gauchisme, stratégie militante, au communautarisme, stratégie électorale et gestionnaire, consistant à ne plus considérer les citoyens comme des individus, mais comme des moutons gérés par des leaders communautaires, qu'ils soient ethniques ou religieux. Également, le SWP regrette certains compromis, comme le non-soutien à la Gay Pride de Londres. Il est vrai que les luttes des minorités sexuelles ne sont pas très populaires chez les populations musulmanes. Après, cette dérive communautariste, c'est aussi une conséquence de la société multiculturelle anglaise, puisque le Parti travailliste, l'équivalent anglais du Parti socialiste, a lui aussi été pointé pour tolérer des compromis avec un islam parfois réactionnaire. C'est le cas notamment de Jeremy Corbyn, qui a d'ailleurs été membre de Respect, et qui a lui-même tenu des meetings séparés. Les thèses du SWP, si elles ont fait débat au sein du mouvement trotskiste international, on peut percer hors d'Angleterre. En France, seuls 2 groupuscules de quelques dizaines de personnes y ont fait référence. Socialisme international et Socialisme par en bas, souvent abrégé en SPEB. Oui, ce nom me fait beaucoup rire. Ces 2 groupuscules ont ensuite au cours des années 2000 intégré la LCR, qui est l'ancêtre du NPA. En France, le rapport à l'islam s'est fait de façon plus vague qu'en Angleterre. Il n'y a pas eu de collaboration avec des groupes islamistes, même si parfois la cause palestinienne a permis des cohabitations. Dans notre pays, les rapprochements avec l'islam politique se font vraiment à partir des années 2000 sur la question du voile à l'école. Pour faire simple, les premiers cas de voile à l'école apparaissent en 1989, les jeunes filles sont exclues et globalement, après un emballement médiatique initial, le sujet finit par se tasser et au cours des années 90, peu de cas sont signalés et tous sont traités par l'exclusion des jeunes filles voilées, exclusion s'appuyant sur une circulaire de l'Éducation nationale contre les signes religieux ostentatoires. Le sujet revient sur le devant de la scène politique en 2003 quand Jacques Chirac décide de créer une commission, appelée Commission Stasi, du nom de son président, chargée de porter une réflexion sur le thème de la laïcité en France, incluant la question du voile à l'école. La commission, après de nombreuses auditions, propose plusieurs mesures, comme par exemple la création de 2 nouveaux jours fériés et l'instauration de menus de substitution dans les cantines. La loi qui en résultera rejettera la religion hors de l'école, l'interdiction du voile étant définitivement actée. Mais le débat ressurgit vite avec la question des mères accompagnatrices qui portent le voile. Globalement, avant le quinquennat Hollande, ces mamans sont interdites de sortie scolaire.
En réponse, au cours des années 2000-2010, des collectifs musulmans pour le voile à l'école et sur le thème des mères voilées vont se créer. On peut citer les collectifs Une école pour toutes ou Maman toutes égales, ou encore le collectif féministe pour l'égalité. Au début des années 2000, l'extrême gauche va prendre 3 positions différentes sur la question de la visibilité de l'islam à l'école. Il y a d'abord la position laïcarde, qui est la position typiquement de lutte ouvrière, qui rejette la religion. Il y a ensuite la position ni voile ni loi, position que personnellement j'appelle gauchiste, puisque irréaliste dans les faits, et qui est surtout le fait de groupuscules. Et il y a enfin la position pro-voile, qui est, elle, la position typiquement de la LCR. Il faut dire qu'à partir du début des années 2010, l'islam va être perçu comme une religion victime de racisme qu'il faut donc défendre. La position pro-voile va alors devenir évidente quand les deux autres options vont devenir ringardes. La position de lutte ouvrière, laïcarde, va même devenir réactionnaire aux yeux d'une grande partie de l'extrême gauche. Et puis, progressivement, une partie de l'extrême gauche va commencer à travailler avec ses collectifs musulmans, mais aussi avec des organisations religieuses comme Présence et Spiritualité Musulmane, ou le collectif contre l'islamophobie en France. Et c'est ainsi que l'on va voir apparaître des aberrations idéologiques comme la collaboration avec des islamistes. Car depuis le début, je vous parle de collectifs musulmans, mais il faut regarder de plus près qui compose ces collectifs et ce qu'ils sont réellement. Ainsi, une militante en particulier, Isman Chouder, multiplie les casquettes. Coprésidente du collectif féministe pour l'égalité, membre du collectif Une école pour toutes, membre fondatrice du collectif Maman toutes égales. Il se trouve qu'Isman Chouder est membre de Participation et Spiritualité Musulmane, l'antenne française d'un mouvement islamiste marocain, Justice et Bienveillance. Au niveau islamiste, Participation et Spiritualité Musulmane est relativement soft. Sur l'échelle d'intégrisme religieux, on peut considérer qu'ils sont au niveau de Christine Boutin. D'ailleurs, tout comme Christine Boutin, PSM est opposé au mariage gay. Quant au collectif contre l'islamophobie en France, il s'agit d'une structure réputée proche des frères musulmans, créée par un ancien prédicateur intégriste, Sami Deba. Le dirigeant actuel du collectif, lui, Marwan Mohammad, est coutumier des conférences en présence d'intégristes. Le CCIF a une définition très large de l'islam, allant des musulmans normaux, modérés, aux plus intégristes. Ainsi, il considère comme islamophobe l'expulsion d'imams intégristes ou la fermeture de mosquées radicales. Clairement, le CCIF défend systématiquement les pratiques les plus intégristes et les interprétations les plus radicales sous couvert de lutte contre l'islamophobie. On peut considérer que c'est une structure qui a un objectif politique inavoué, car défendre des intégristes, c'est les légitimer et favoriser la diffusion de leur discours. Bref, au milieu des années 2010, une grande partie de l'extrême gauche travaille ponctuellement avec des collectifs musulmans, voire avec des islamistes, mais les choses vont vraiment s'accélérer à partir de janvier 2015 et des attentats contre Charlie Hebdo. Ces attentats sont à la fois un révélateur et un accélérateur, et c'est à mon avis à partir de ce moment-là qu'on peut réellement parler d'islamo-gauchisme à la française. Après ces attentats, on a vu des réactions aberrantes à l'extrême gauche. Une semaine après les tueries, il y a eu une manifestation au cours de laquelle se sont mêlés gauchisme et islam politique, et au cours de laquelle tout était mélangé. Dénonciation de l'islamophobie, cause palestinienne, racisme. C'est une manifestation où on a entendu des Allahu Akbar, et où on avait l'impression que la première victime des attentats, c'était l'islam. Également, en mars 2015, s'est tenue une conférence contre l'islamophobie, où des islamistes se sont retrouvés aux côtés des gauchistes. Et puis, en off aussi, de nombreux militants ont accusé Charlie Hebdo de racisme anti-musulman, rejoignant en cela les islamistes qui ne supportaient pas la liberté de ton du journal. C'est l'une des raisons peu avouables en public qui ont fait qu'on a peu entendu l'extrême gauche se solidariser avec les victimes après les attentats. Alors, depuis le début, je reste vague. Je parle d'extrême gauche en général. Mais de quelles organisations parle-t-on au juste? Eh bien tout d'abord du NPA, qui est le fer de lance de cette dérive, tout simplement parce que ses militants sont les plus nombreux. La seule autre organisation d'importance que l'on peut classer parmi les islamo-gauchistes, c'est Ensemble, qui fait partie du Front de gauche. Cette structure est peu connue, et généralement on connaît un peu plus une de ses porte-paroles, Clémentine Autain. Pour le coup, Valls, qui la traitait d'islamo-gauchiste, était dans le vrai. Également, des structures rattachées à des syndicats comme Solidaire ou la CGT peuvent occasionnellement être associées à des événements islamo-gauchistes. Normal, une partie de leurs adhérents sont aussi des militants d'extrême gauche.
En fait, globalement, les seuls à l'extrême gauche, c'est-à-dire plus à gauche que le PCF et la France Insoumise, à ne pas tomber à un degré ou à un autre dans cette dérive, c'est Lutte ouvrière. Tout simplement parce que c'est une organisation complètement sclérosée, imperméable à toute nouvelle idée. Voilà, vous avez maintenant identifié l'islamo-gauchisme et qui précisément traitait d'islamo-gauchiste, mais il faut aussi s'interroger. Car cette insulte, si elle dénonce une aberration de gauche, est aussi un symptôme. C'est le symptôme d'une faillite et d'une transformation intellectuelle. D'une faillite d'abord, car incapable de parler au prolétariat dont elle remplit ses discours, une partie de l'extrême gauche, sans l'avouer, a remplacé la figure de l'ouvrier dans son logiciel idéologique par celle de l'immigré, surtout s'il est musulman, l'islam étant vu depuis la décolonisation comme la religion des pauvres. Progressivement, chez beaucoup, la critique du capitalisme, système économique, s'est doublée, voire a été remplacée par la critique de l'Occident, ensemble culturel qui s'est longtemps cru universel, alors que ses valeurs sont relatives. Mais au nom de cette critique de l'universalisme, de cet ethnocentrisme occidental, l'islamo-gauchisme en vient à s'allier avec l'extrême droite musulmane et à tout jeter, alors que c'est dans cet Occident, certes imparfait, que les femmes ou les homos, par exemple, se sont émancipés, ou que l'on a pu prendre du recul par rapport à la religion. C'est ce qui fait de cette extrême gauche l'idiot utile des islamistes, qui, eux, pour imposer une société conforme à leur vue, ont besoin de détruire les valeurs de cet Occident libéral. Ensuite, cet islamo-gauchisme, en France tout du moins, c'est le signe d'une transformation intellectuelle et de l'adoption de nouvelles théories par la gauche. Si vous suivez l'actualité, vous en avez peut-être entendu parler. Il s'agit du féminisme non blanc, des idées décoloniales ou post-coloniales, ou encore d'un nouvel antiracisme que certains dénoncent comme un racisme. Car oui, ceux qui succombent aux sirènes de l'islamo-gauchisme sont aussi ceux qui encensent ces nouvelles théories radicales, dont l'alliance ponctuelle avec les islamistes n'est qu'une des facettes. Quand c'est lui qui fait les chorus, longtemps il veut que ça chauffe, c'est comme pour les couscous. On lui jette les merguez, les dates et les pois chiches. Partout dans la Casbah, ils ont mis ses affiches. Quand toutes les Fatma, elles deviennent hystériques. Ali, c'est un artiste. Good, good. Allez, be good, be 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 good. Allez, be good. Allez! Bravo les Fatma! C'est comme dans la Casbah, fissa, fissa, fissa! Attention, à la 1, à la 2, à la 3! Même les Américains, ils veulent Ali Bigoud. Les rock'n'roll d'Ali pour eux, c'est very good. On l'acclame à Beyrouth, Nashville et Los Angeles. Partout il est reçu avec la tasse de thé. Sur disque, il est toujours premier dans les cashbox. Ali, c'est le roi des jukebox. Good, good!